C'est binaire. On a prévu une vingtaine de minutes sur des questions-réponses. Peut-être je vais me permettre de poser une première question. Parce que j'ai pris quelques notes qui m'ont interpellé. Peut-être pour le docteur Haribo, vous avez signalé que les enfants de 6 ans, on leur enseigne pendant 15 minutes et ils savent faire une défibrillation. À Genève, et les entreprises qui sont dans la salle le savent bien, il y a cette directive de l'OCIRT signée par la Direction générale de la santé qui laisse penser aux entreprises qu'il faut forcément former les gens à un cours SRC, les recycler au bout de 2 ans, ce qui pour beaucoup d'entreprises que l'on rencontre, nous Samaritains, les gens d'F4S, quand ils font des prestations dans les entreprises disent, moi, libérer 4 heures des personnes pour faire une formation SRC et 3 heures tous les 2 ans, c'est un coût économique énorme. En plus du coût du défibrillateur qui n'a pas baissé depuis 15 ans, même que la technologie est maîtrisée, ça, est-ce que cette directive est encore d'actualité aujourd'hui? Je vous dirais, bon, en plus j'ai participé à la rédaction de cette directive, donc non, mais au fait, si vous voulez, une formation basique d'1 heure, ça suffit largement pour savoir masser et réanimer quelqu'un. Ça c'est clair. Plus on le fait souvent, meilleur on sera. Donc d'avoir des refresh, de pouvoir faire 1 heure tous les 2 ans, par exemple, c'est déjà presque mieux que de faire 1 fois 4 heures et puis de faire en faire pendant 25 ans. Hein. Alors, le contexte de la directive OCIRT, c'était plutôt un contexte pour les entreprises du canton de manière globale, de donner un peu une indication de quoi faire. C'est déjà pas une directive au sens obligatoire, hein, voilà, formel. Voilà, mais effectivement, aujourd'hui, ça dépend quel est notre objectif. Si c'est juste de savoir masser, pas ventiler, parce qu'on ne peut même plus, hein, savoir simplement masser et défibriller, une formation d'1 heure, ça suffit largement. Par contre, il faut essayer de le faire de manière répétée. L'intérêt aussi de former un peu plus les gens, c'est parce que, vous avez dit, on parle d'arrestation, on peut faire plein d'autres choses aussi. Hein. L'aide aux secours, etc., ça se fait pour plein d'autres pathologies. Et là, évidemment, plus on a des gens formés, mieux c'est. Alors peut-être qu'il y a une chose qui va changer, c'est que vous avez des, je ne sais plus comment vous appelez ça, mais des secouristes d'entreprise, en fait, avec un brevet, enfin, ou un diplôme, disons, particulier, qui est bien dirigé pour eux. Donc peut-être que là, il y aura une évolution où on va dire que clairement, dans une entreprise d'une certaine taille, il faut avoir la journée, enfin, l'objectif c'est d'avoir la journée quelqu'un qui est formé un peu plus avancé, et par contre, tout le monde est formé à la base de l'animé et de passer. Merci beaucoup. Et peut-être une question à Sébastien avant que ça nous laisse le temps de réfléchir à la question que vous voulez poser. Sébastien, tu parlais de cet enregistrement des défibrillateurs sur le SITG. Je sais qu'il y a des gens du CERN, de Givaudan qui ont des défibrillateurs. La commune de Vernier a été, je crois, une des premières à mettre 42 défibrillateurs, si je n'ai pas de mémoire, sur la commune. Comment les entreprises qui possèdent un défibrillateur ou les administrations publiques peuvent se déclarer? C'est pas eux qui peuvent remplir sur ce système-là. Ça passe par le cardiomobile, ça passe par qui? Alors jusqu'à maintenant, ça passe effectivement par le site du cardiomobile, où les gens peuvent rentrer leur défibrillateur. Il y a une base de données qui comprend une centaine de défibrillateurs. L'objectif, c'est qu'on développe la plateforme internet pour que les gens puissent inscrire leur défibrillateur. C'est pas encore fait. Et puis ensuite, on va plutôt se focaliser sur les défibrillateurs qui sont accessibles. Parce que les défibrillateurs qui sont à l'intérieur des bâtiments, derrière des accès sécurisés, c'est bien pour l'entreprise, mais c'est pas utile pour les gens de l'extérieur. Et les gens pourront annoncer plus leur défibrillateur. Même quand c'est un centre sportif comme Vernier a beaucoup de centres sportifs, il y a quand même des heures d'ouverture très larges. Il y a toujours du personnel d'accueil qui peut orienter sur les défibrillateurs. Est-ce que ça, c'est pertinent? Bien sûr, il y a 2 types de défibrillateurs. On essaie de prôner les accès 24 h sur 24, mais évidemment que les défibrillateurs qui sont accessibles avec des horaires sont aussi intégrés. Et puis, par contre, l'application ne va pas éliminer le défibrillateur. C'est un champ texte, donc en fait, on a l'horaire qui est visible, mais le défibrillateur, même s'il n'est pas accessible, il est quand même visible. Donc, il n'y a pas d'horloge interne au programme qui permet de sortir le défibrillateur quand il soit accessible. Donc, www.cardiomobile.ch pour les enregistrer. En fait, on a, si vous voulez, ce qu'on va faire, c'est que c'est eux qui vont centraliser si vous voulez, le problème des défibrillateurs qu'on avait, c'est qu'on avait plein de cartes différentes, des gens qui créent des applications, etc. On avait essayé de centraliser ça sur le site du cardiomobile en disant on a une seule base de données, puis on va les reprendre en pratique.
a été mis dans cette base de données, ça n'a jamais pu être pris par manque de ressources en personne en fait, pour faire ce travail-là de recensement, de le mettre sur une carte. Ce qu'on a décidé de faire, c'est d'utiliser la carte USITG qui existait déjà pour les défibrillateurs du canton, en fait, hein, et avec le USITG, on a travaillé dessus pour la remettre dans un format en fait, qui corresponde à tous les défibrillateurs potentiellement. Et cette carte-là du USITG va devenir la carte des défibrillateurs du canton globalement. Quand c'est des défibrillateurs du canton, il y a une personne du canton qui va s'occuper de les mettre dedans. Pour tous les autres, ça va être l'association Système Agency Respondeur qui va se charger de les rentrer dans cette cartographie du USITG. Et ensuite, à partir de cette cartographie, l'intérêt que ça a, c'est que c'est une cartographie qui est déjà publique, mais surtout, c'est la cartographie qui est reprise par toutes les centrales d'urgence. Ça veut dire que l'import de ces informations-là va se faire directement sur les cartographies des différentes centrales d'urgence de manière automatique. On n'a plus besoin de faire autre chose. Et évidemment, pour l'application qui est l'application qui sera utilisée, elle va également prendre les informations depuis cette cartographie-là. L'idée, c'était d'avoir une cartographie centralisée d'accès public que tout le monde puisse utiliser. Mais évidemment, on ne cible dans cette cartographie que les défibrillateurs d'accès public. Hein. On ne peut pas, par exemple, aller prendre le défibrillateur de chez Rolex qui est dans la coffre-fort. Donc, ce Givaudan, on ne peut pas tout de suite aller le chercher comme ça. Alors, il faut qu'il puisse être que quelqu'un vienne de l'extérieur et vienne le chercher au moins pendant un certain nombre d'heures. Bon, c'est pas 24/24, c'est disons. Merci beaucoup à tous les deux. Est-ce que vous avez eu le temps de formuler des questions? Philippe? Oui, qu'est-ce que vous pensez du désir de l'Office fédéral des routes et de l'Association du service des automobiles d'arrêter de former les élèves conducteurs en premier secours? Donc là, on va exactement à l'encontre de ce qui a été dit durant cette soirée, où les premières minutes sont primordiales. Donc, à court terme, à long terme. Ouais, moi, je ne suis pas convaincu que ce soit le bon moment pour faire de la formation. Qui plus est, quand on était dans une formation de détail, on faisait peur aux gens, et puis on doit enseigner à des gens qui viennent là parce que c'est le cursus pour obtenir le permis de conduire. Ils ne viennent pas là pour apprendre, ils viennent là parce qu'ils ont envie d'avoir le permis de conduire. Donc c'est un petit peu le problème de la formation des premiers secours à ce moment-là, c'est qu'on ne cible pas un public qui est attentif. Et je pense, comme tu le disais toi dans ta présentation, on devrait peut-être en faire plus à l'école, on devrait peut-être en faire plus souvent, mais à moins grande dose, et peut-être de manière moins obligatoire, dans certaines étapes de la vie dont tout le monde est concerné. Ça ne me choque pas plus que tant qu'on retire ça du cursus permis de conduire, parce qu'en réalité, les gens ils viennent là pour faire le permis de conduire, pas pour apprendre les premiers secours. Et l'école, le service militaire, s'il y a certainement plein d'autres occasions où on pourrait introduire ces cours-là et on serait beaucoup plus efficient que dans ce cas-là. D'accord, mais avant de l'arrêter d'un côté, il faudrait mettre en place quelque chose de l'autre côté. C'est sûr. Voilà, justement. Oui. Peut-être, je peux compléter si je peux me permettre, parce que cet avis de l'OFROU et de l'Association suisse de l'automobile, elle ne vient pas comme ça, elle vient d'une enquête terrain qui a été menée de façon correcte au niveau européen, et les chiffres, c'est sur cette enquête du TCS, 63% des Suisses ne savent pas évaluer l'état d'un blessé, et 91 personnes ne sont pas capables de pratiquer les mesures de réanimation cardio-pulmonaire, alors que 80% ont eu un cours de secourisme, notamment sur la permis de conduire. Et finalement, je pense que c'est une vraie remise en question. Il ne s'agit pas de garder un truc parce qu'on l'a, et finalement, le message d'Alex est très clair. Il faut arrêter avec ce qu'on faisait avant, si ce n'est pas pertinent au niveau de la transférabilité des savoir-faire. C'est que si les gens conforment pendant 10 heures et qu'on leur taxe entre 99 et 160 francs, suivant qu'il ait fait les cours, ça ne donne pas une pertinence au niveau, je parlais pour vos 160 francs, ça ne donne pas une pertinence au niveau des gestes. Il y a sûrement une remise en question et c'est peut-être à nous de la mener parce qu'on a l'histoire derrière nous et on a l'expérience derrière nous. Margot, il y a quelque chose? Non, je dirais, évidemment, toute occasion est bonne à prendre. Peut-être que sur le permis de conduire, ce qui fait, enfin, c'est ce que tu dis, ce qui ne va pas, c'est qu'on a 10 heures de cours, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire. Il faut peut-être utiliser le principe en disant on a 1 heure, 2 heures de cours, c'est du premier secours qu'on fait à tout le monde dans n'importe quelle occasion, service militaire, etc. Et là, ça a un sens. Moi, je pense que à l'école, on apprend à lire, écrire, compter, il faudrait qu'on apprenne à sauver aussi. Quoi. Voilà. Tout le monde pourra le faire.
Mais peut-être que voilà, il y a des enjeux économiques aussi derrière qui sont effectivement, si la formation en plus elle n'est pas utile, ça veut dire qu'il y a enfin pas utile, les gens savent pas. La transférabilité se fait pas, il y a une question. Ça pose un problème, quoi. Ça pose une vraie question, ça. Autre question? Oui. Il y a une sensibilité qui se fait dans plusieurs pays au niveau de l'âge maternel, donc entre 4 et 6 ans. Pourquoi ne pas commencer à ce moment-là? Alors on sait que la sensibilisation elle devrait se faire justement dans ces eaux-là, et puis qu'ensuite la formation, on va dire, un peu plus solide, elle pourrait se faire à la fin de la scolarité obligatoire. C'est ce que nous on a proposé en tout cas de faire. Après c'est des questions de, comme toujours, d'argent. Je veux dire, qui va faire former, voilà. Après je pense que c'est d'abord quand même une question de volonté aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné c'est une priorité. C'est une priorité parce que, alors il y a la cardio-respiratoire, mais il y a finalement l'aide au sens global, hein, je veux dire, pour toutes les situations de détresse. Si les gens ne savent pas appeler, ne savent pas réagir de manière correcte, mais peut-être il y a le rapport au secours pour tous et puis au fait de former les gens pendant leur scolarité. Alors les choses prennent beaucoup de temps et j'en suis témoin avec ce projet qui dure depuis maintenant 2 ans et demi, bientôt 3 ans, mais on persévère et on va y arriver et ça va voir le jour. Il y a une motion qui avait été déposée par Anne-Emmanuel Torasanta et d'autres personnes, peut-être groupes socialistes ou d'autres, peu importe qui l'a déposée, justement une motion premier secours pour tous. Cette motion, elle a fait divers parcours au sein du Grand Conseil et notamment le Dr Larimbaud et le Dr Martinique de la Brigade sanitaire cantonale ont été auditionnés par rapport à cette motion. Et la réception, en tout cas au Grand Conseil, a été très favorable. Donc après, il y a eu une création d'un groupe de travail. Et voilà, il faut que les choses se passent et ça prend effectivement du temps. C'était peut-être juste pré-période électorale. Du coup, peut-être les choses se sont un peu arrêtées, je ne sais pas. Mais en tout cas, maintenant que ces personnes sont aussi toutes les mêmes et vont peut-être continuer, on peut espérer qu'un projet voit le jour. Au Tessin, ça a vu le jour. En tout cas, ils ont réussi à former de nombreux étudiants dans le cadre du cursus scolaire. Et ça a un certain coût qu'on peut réduire en formant des formateurs à l'interne des écoles pour que voilà, ça coûte moins cher, etc. En tout cas, les exemples montrent que ça fonctionne. Maintenant, c'est vrai que c'est une grosse machine à mettre en route. Et puis, il faut qu'il y ait une volonté politique. Mais en tout cas, de ce que j'ai entendu du discours du Conseil d'État de Modèle, cette volonté, elle est là. Donc, il suffit de la mettre en route aussi. Peut-être un mot pour les non-samaritains dans la salle. Il y a 2 projets que mènent les samaritains actuellement. Un qui est plus qu'un projet parce qu'il a abouti sur Genève, les Samakids, où des cours de secouristes sont ouverts. Et là, je me tourne vers ceux qui savent, à partir de 4 ans 5 ans. 5 ans jusqu'à 16 ans. Pour les jeunes qui ne peuvent pas être encore dans les équipes de prompt secours, ils peuvent s'expérimenter un samedi par mois, apprendre les premiers gestes. Et on sait que c'est des éponges à cet âge-là et ils apprennent facilement. Et quand ils arrivent à 16 ans, c'est des secouristes très pointus. Et puis il y a un autre projet qui, à ma connaissance, il y a eu quelques effets. Je crois que Frédéric Chevalier a été dans des écoles. C'est le projet Samaritain Écolier. C'est d'avoir dans les écoles, comme on a des clubs d'échecs, des clubs de photos, etc., ou des clubs de skateboard, avoir des clubs de Samaritains Écoliers, qui seraient des élèves qui se formeraient et apprendraient les gestes et pourraient soigner les autres écoliers quand ils se blessent dans la cour en faisant du sport, etc. Donc on est dans cette notion de citoyenneté et de proximité. Voilà, ça c'est pour les non-samaritains qui ne connaissent pas ce genre de projet. D'autres questions dans la salle? J'avais une question par rapport au projet de l'application. À un moment donné, vous avez dit qu'en fait, il fallait être au bénéfice d'un BLS-AED valide pour devenir intervenant. Du coup, quand le BLS il est plus valide, comment ça va être vérifié que les gens ils ont toujours leur refresh ou qu'ils sont toujours à jour dans leur mise à niveau, parce que c'est quand même, je pense, assez lourd. La base de la gestion des premiers répondants, elle se fait à l'interne de l'association, justement, de valider. En fait, c'est vrai qu'il y a une certaine lourdeur du processus parce que chaque profil doit être validé. Et l'objectif aussi d'atteindre dans un premier temps des corps composés, c'était aussi de faciliter l'intégration des premiers répondants en touchant une entité, mais qui comprend des dizaines, voire des centaines de personnes qu'on peut tout de suite intégrer. Puisque si on va, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a approché l'association Genevoise des sections de Samaritains et sa vice-présidente que je vois là, pour justement voir comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble, puisque a priori on poursuit en tout cas certains buts communs. Et voilà, typiquement les Samaritains, s'ils décident d'intégrer le réseau, et ben, on ne va pas valider chaque profil indépendamment. On sait qu'il y a un lot de profils, et ces profils-là, on pourra les valider plus facilement, comme dans les communes avec les pompiers volontaires ou ce genre de type de personnel.
Mais après, la validation, c'est Mais la une chose, mais validation, après, elle le est échue contrôle au moment où des... le certificat est échu, Voilà. en fait. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on est quand même à un autre niveau d'intervention, vu qu'on est quand même engagé sur des interventions où il y a un arrêt cardiaque respiratoire avéré. On ne voulait pas mettre des gens dans des situations délicates. Après, il y a toutes les histoires de débriefing qui doivent se mettre en place par la suite aussi pour suivre les gens. Vous pouvez développer l'histoire de débriefing? Alors, le débriefing, l'idée c'est qu'il y a, enfin, on s'est beaucoup basé sur ce qui est déjà existant pour ne pas réinventer de nouveau quelque chose, surtout qu'on était une petite équipe. Et du coup, comme il fonctionne au Tessin et un petit peu l'idée dans laquelle on veut fonctionner, on ne sait pas encore si on va fonctionner avec la GPSI police ou avec les débriefeurs pairs qu'on retrouve au SIS et chez les ambulanciers. On est ouvert un petit peu à toute possibilité, on n'a pas encore entré dans ces démarches-là. Mais l'idée, c'est vraiment qu'il y ait un suivi du premier répondant dans la pré-intervention. Alors, il n'y a pas d'urgence, ça ne va pas être fait dans les premières minutes. Et puis, donc ça, il y a déjà un truc automatique qui se fait via l'application. Et puis ensuite, que ces personnes puissent prendre un rendez-vous si nécessaire, pour avoir un premier débriefing, et après qu'on puisse les orienter aussi vers des professionnels s'ils devaient être vraiment touchés de manière plus importante. On fait des débriefings à chaud sur les réanimations, normalement, quasiment systématiquement, surtout si des témoins, enfin des personnes non professionnelles qui ont massé. Ça, on le fait, mais ça n'a rien à voir avec effectivement les gens qu'on enverrait et qui auraient besoin d'un soutien un peu. Une dernière question? Est-ce que... Ouais. Deux Ah, dernières non, questions. Philippe, vas-y. Est-ce que le 144 a la possibilité technique actuellement d'utiliser la géolocalisation qui est offerte par les différentes applications d'alarme, genre Eco 112 ou des choses comme ça? Alors, oui et non. C'est-à-dire que si vous utilisez Eco 112, vous envoyez en fait, votre localisation, on a le site internet, on pourra localiser. Là, il n'y a pas de problème. Par contre, ce qu'on n'a pas encore mis en place, c'est de vous envoyer un SMS d'alarme pour nous renvoyer la localisation. Application qui est utilisée par la Rega, entre autres, Ouais. que Eco 112 peut permettre de faire, simplement avec des coûts quand même relativement prohibitifs. C'est plusieurs dizaines de milliers de francs par année si on met en place. Donc on va vraiment faire ce qui est fait à Zurich, c'est-à-dire qu'en fait vous avez depuis notre système d'engagement, vous pouvez envoyer le SMS et ça renvoie la coordonnée dans notre système d'engagement, dans notre carte. Ouais, ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que l'envoi du SMS comme ça, on le faisait 2 fois par année. Donc finalement, on a dit, dans ce cas de figure, on peut mandater un tiers pour le faire pour nous. Donc on appelle la Rega qui va vraiment le faire. Merci. Thierry, il y a une question? Je veux dire, j'utilise déjà une application pour géolocaliser les GPS, les défibrillateurs, qui s'appelle Staying Alive. Je voulais savoir quelle est la différence que vous allez nous apporter, s'il y aura quelque chose. Alors, Staying Alive existe, c'est une application qui a été faite en France, notamment par une personne de BFM TV et un médecin. Elle s'appelle soit Aldemap, soit Staying Alive, elle a plusieurs noms. La problématique de cette application, parce qu'elle permet aussi d'engager les premiers répondants, mais c'est qu'elle ne répond pas forcément au droit suisse, c'est sa première chose. La deuxième chose, c'est qu'elle fait partie de ces nombreuses applications qu'on retrouve qui permettent de recenser des défibrillateurs, mais on ne sait pas qui recense ces défibrillateurs dans ces bases de données, d'où l'intention de créer une base de données unique sur un serveur de l'État officiel, dont les centrales du 144 et des autres centrales d'urgence pourront bénéficier en fait. Mais elle fonctionne, je veux dire, si vous avez des marches. Oui, parce qu'il y a clairement, bon, je vais citer, si vous prenez 144 centre-ville, on a regardé une fois comme ça, où est-ce que sont les défibrillateurs à la tour de télévision. On vous dit, il est dans la tour de télévision. Super, où, au sous-sol. Donc on a cette problématique-là. Soit on fait un système totalement ouvert, et puis finalement n'importe qui peut aller n'importe où, et puis les défibrillateurs ils sont là, ils sont pas là, on espère qu'ils le sont. Soit on essaie de faire un système plus contrôlé, c'est une bonne décision qui est plutôt un système plus contrôlé justement, qui correspond mieux à notre problématique à Genève, enfin, avec où on veut envoyer les gens à domicile. D'autant plus qu'avec ces lignes-là, on peut le déclarer en se mettant devant. Mais c'est vrai que si quelqu'un s'amuse d'en mettre un alors qu'il n'y est pas, Bah ouais. je ne sais pas s'il y a ça, le souci. une corrélation, si quelqu'un va vérifier qu'il y en avait une. Là, pareil, ils ont normalement, il doit y avoir un suivi sur le défibrillateurs, donc il y a des dates de contrôle, et puis pareil, pour les premiers répondants, si les dates de contrôle sont dépassées, normalement, il doit être sorti de la base de données. Donc il y a un suivi vraiment des entreprises aussi, de voir est-ce que les appareils sont toujours là, est-ce que l'entreprise existe toujours, etc. Je vous propose de clôturer.
La dernière, hein. Et après, il y a Fred qui va me respecter parce que le vin va être trop frais. Isabelle. Juste une question pour le 144. Est-ce qu'il y a un moyen pour une personne sourde de faire un appel au 144? Oui, en fait, c'est à la police. Vous avez, alors je ne me rappelle plus exactement comment ça fonctionne, mais vous avez un système de fax, en fait, de numéro, qui sort un papier en fait, à la centrale, et ensuite la police vous le transfère. C'est un système qui a été mis en place, utilisé, je dois vous dire que ça fait longtemps qu'il faut utiliser, mais ça existe, en tout cas en théorie. Mais donc, tu dois avoir un fax pour... parce qu'une personne, le témoin peut être un sourd en pleine rue. Ouais, la Réga, par exemple, tu peux envoyer un SMS. Ouais, en pleine rue, je ne crois pas que ça fonctionne. Vous avez, après, en France, il y a le système avec 113, je crois. Il y a un SMS qui peut être envoyé comme ça. Ça, on l'a pas en place. En Suisse, c'est une question qu'on s'est posée justement de mettre en place. Mais aujourd'hui, ce qui existe, en tout cas, c'est un ancien système. Alors, et ça, je crois que ça peut aussi traduire en fait, la voix en écrit. En fait. Mais c'est un système qui existe à la police et je sais qu'il a fonctionné, en tout cas il a été testé une année. Après qui l'utilise, comment c'est utilisé, nous on n'a jamais d'appel pour le fax, donc il y a effectivement à mon avis un trou là-dedans. On avait eu, si je peux me permettre, on avait eu une élève une fois qui était justement sourde-muette et on s'était posé cette question-là en se disant mais si elle est quelque part seule, comment est-ce qu'elle fait? Et en fait la seule manière qu'on avait trouvée, parce qu'on avait essayé en fait, on avait appelé différentes centrales, utilisé différentes applications en réel en disant bah, désolé, on essaie de savoir comment répondre à cette personne. Et la Réga assure, en fait, si on fait l'alarme Réga sur l'application et qu'on ne se trouve pas en centre-ville, ils envoient l'hélicoptère. Même s'il n'y a pas de communication téléphonique, même s'ils n'arrivent pas à parler à la personne, si c'est sur des zones rurales ou de montagne, ils envoient l'hélicoptère survoler la zone. Donc c'est la seule solution qu'on avait trouvée lors de cette formation pour répondre à ces personnes, parce qu'on ne savait pas que... Je pense qu'effectivement, c'est un suivi qu'on revoit pour mettre en place des alarmes écrites, en fait. Parce que vous avez le problème aussi avec les réseaux sociaux, les téléphones qui se font par Skype ou autre, qui n'arrivent pas forcément à la centrale. Donc on a un vrai souci au fait, lié au changement technologique à ce niveau-là, pour savoir comment alarmer. Vous avez aussi du call, c'est le système des voitures qui est en place. Est-ce qu'il y a un service de conciergerie qui trie d'abord ou est-ce que ça balance dans une centrale comme ça? Effectivement. Là, ça va beaucoup changer, je pense, dans les prochaines années. Aujourd'hui, disons, il y a quelque chose de la police, mais je ne sais pas plus ce que c'est. Il nous reste 3 étapes. La première, c'est applaudir nos orateurs. La deuxième, c'est un mot de clôture de la présidente, de notre présidente. Et la troisième, ce sera l'apéro, donc ça sera la plus agréable. Oh, je sais pas, il y a pas mal de non, c'est une blague, j'ai rien préparé. Donc déjà, je tenais à vous remercier tous les 3 et tous les 4 avec monsieur le conseiller d'État. Alex, spéciale mention, franchement tu nous manques. J'approuve. N'hésite pas à revenir quand tu veux. Merci à tous nos représentants du conseil municipal et administratif, à nos partenaires, nos entreprises Verniolan. Je voudrais remercier tous nos anciens présidents, que malheureusement je ne connais pas forcément encore. C'est un plaisir de continuer un petit peu dans cette lancée. Je voulais remercier tous nos Sama qui sont là ce soir, donc je vais dire des prénoms, c'est assez rare, donc je vais le faire. Christine, Charles, Seb, Natacha, Viviane, Juliane, Déborah Lee, les 2 autres là je vais les appeler un peu, Nix, Natacha qui est partie de l'autre côté, et un grand merci à Fred, Raffaella et Bruno pour leur organisation de cette conférence et de tous les événements qui auront lieu pour nos 50 la célébration de nos 50 ans, en espérant qu'il y en ait encore 50 autres. Merci à tous, j'espère que vous avez passé une bonne soirée et l'apéritif est au premier étage. Une minute, monsieur Ronget dit un petit mot. C'était pour montrer que le planning n'était pas bon, il y avait une 4e possibilité. Il faut toujours s'adapter. Voilà, en politique. Je voulais simplement vous remercier de nous avoir invités, les autorités délibératives et exécutives de la ville. Et surtout profiter de vous dire que dans cette première partie de vos festivités qui vont durer toute l'année,
nous tenons à vous dire combien nous apprécions votre engagement, combien nous apprécions votre bénévolat, et dans cette optique-là, vous pouvez être certain de l'appui des autorités. Bonne soirée et surtout buvez bien.